Scarface n'était pas qu'un film, c'était une prophétie déguisée en excès, un manuel de survie pour toute une génération dissimulé au cœur d'une épopée criminelle. Les critiques l'ont massacré, des villes entières l'ont banni. Pacino a failli tout abandonner. Et pourtant, derrière chaque plan surchargé de poudre blanche, se cachait quelque chose qu'Hollywood n'avait pas vu venir. Une œuvre capable de réécrire la façon dont l'Amérique perçoit l'ambition, la violence et le rêve immigré transformé en cauchemar. Un scénario conçu dans les abysses de l'addiction qui prédisait sa propre destruction. Voici les 18 secrets de fabrication de Scarface que vous n'aviez jamais remarqués. Si ce genre de plongée en profondeur vous captive, abonnez-vous et laissez un commentaire. Numéro 18. La scène la plus redoutée du film a failli empêcher sa sortie en salle. La MPAA menaçait d'attribuer une classification X, estimant que la séquence à la tronçonneuse dépassait les limites tolérables. Brian De Palma a riposté avec précision, défiant les censeurs de montrer un seul photogramme où la lame touchait réellement de la chair. Ils n'ont rien trouvé. La violence n'existe ici que dans l'esprit du spectateur, construite par le travail sonore, des regards de terreur savamment filmés et le jeu de Steven Bauer captant l'horreur sans pouvoir intervenir. De Palma avait prouvé que le jury réagissait à une violence imaginaire. La scène fut approuvée sans coupure. Le concepteur sonore révéla plus tard que l'audio de la tronçonneuse avait été enrichi de cris animaux pour amplifier l'impact psychologique. Numéro 17. La cicatrice de Tony Montana ne se refaisait pas chaque matin. L'artiste en effets spéciaux Tom Savini avait conçu une prothèse semi-permanente destinée à tenir plusieurs jours d'affilée, collée à la peau de Pacino avec une colle médicale industrielle. Mais chaque retrait était une épreuve. L'adhésif arrachait les couches superficielles de peau, causant de véritables lésions. Le superviseur du maquillage documenta l'aggravation des inflammations au fil des semaines. En fin de tournage, Pacino avait développé une vraie cicatrice, légère mais réelle, exactement là où la fosse avait reposé. Le jeu de rôle avait laissé des traces permanentes sans que personne ne l'ait prévu. Numéro 16. Tandis que Pacino construisait un accent cubain exagéré malgré ses origines italo-américaines, Steven Bauer incarnait quelque chose d'autrement plus ancré, sa propre histoire. Né à La Havane, il avait fui vers Miami enfant lors de la vague d'exil cubain du début des années 60. Il connaissait de l'intérieur la dislocation culturelle et les inflexions du parler cubano-américain. Tout au long du tournage, il guidait discrètement Pacino sur les nuances d'accent et les manières. Ironie du sort, sa performance sobre de Manny Rivera reçut bien moins d'attention critique que l'interprétation théâtrale de Pacino. Le vrai Cubain jouait les seconds rôles derrière la performance de la cubanité. Numéro 15. Le palais flamboyant de Tony Montana n'avait pas été construit en studio. Le chef décorateur avait jeté son dévolu sur El Fouredis, un manoir authentique à Montecito, en Californie, érigé en 1906. La fontaine démesurée et la décoration intérieure criarde n'étaient pas des constructions de cinéma, elles existaient déjà. Mais la réalité devenait encore plus étrange. L'équipe de repérage découvrit en cours de tournage que la propriété avait des liens supposés avec des figures du crime organisé dans les années 70. La vie avait déjà imité l'art, avant même qu'Oliver Stone n'écrive le personnage. Numéro 14. « Dites bonjour à mon petit ami » n'a jamais été écrit par Oliver Stone. Cette réplique est absente du scénario original, comme de toutes ses versions révisées. Pacino l'a inventé sur le moment, au cœur du déluge de balles de la scène finale, dans un élan d'instinct pur. De Palma aima la formule immédiatement, comprenant que cette forfanterie absurde capturait parfaitement la mythologie délirante que Tony s'était construite. Depuis 4 décennies, elle résonne dans centaines de films, séries et morceaux de rap. Pacino a confié qu'il n'a aucun souvenir de l'avoir prononcée, submergé par l'adrénaline de la scène. Numéro 13. Michelle Pfeiffer livrait une performance de détachement glacial dans la peau de Elvira Hancock. Ce froid n'était pas entièrement joué. Pfeiffer était sincèrement déstabilisée par l'intensité de Pacino qui restait dans la peau de Tony entre les prises, entretenant une imprévisibilité volcanique même hors caméra. Elle ne savait jamais sur quelle version de Pacino elle allait tomber, l'acteur professionnel ou le parrain incontrôlable. Cette incertitude permanente la maintenait dans un état de tension authentique que sa coach aida à canaliser dans la distance émotionnelle de Elvira. La méthode de Pacino avait fait de la peur un outil de mise en scène involontaire.
Numéro 12. Toute la poudre blanche inhalée dans le film était un mélange de lait en poudre et de laxatifs enfantins pharmaceutiques. Pacino en sniffa des quantités massives pendant des mois, répétant les prises scène après scène. La poudre s'accumulait dans ses sinus, provoquant des infections chroniques qui s'aggravaient constamment. Dans les dernières semaines, son nez saignait réellement entre les prises, les muqueuses irritées à vif. La production dut s'interrompre à plusieurs reprises. Le coordinateur des effets spéciaux admit par la suite qu'ils avaient largement sous-estimé le coût physique de simuler une consommation de drogue répétée. Numéro 11. À sa sortie, plusieurs municipalités refusèrent d'autoriser la projection du film. À Miami, le maire tenta de bloquer le tournage avant même qu'il ne commence, craignant que Scarface ne dévaste l'image touristique de la ville. La chambre de commerce arguait que le film présentait la cité comme un territoire de guerre aux mains des cartels. Ironie du destin, Scarface devint un phénomène culturel au sein même de la communauté cubano-américaine de Miami, qui y vit un reflet tordu mais honnête de l'expérience de l'exil. La ville qui avait voulu tuer le film finit par l'adopter comme une œuvre d'art populaire accidentelle. Numéro 10. Oliver Stone a ouvertement reconnu qu'il était profondément englué dans l'addiction à la cocaïne lorsqu'il rédigeait le scénario, projetant sa propre spirale dans la descente de Tony Montana. La paranoïa, la grandiosité, l'autodestruction, tout venait d'une expérience vécue. Le scénario était un avertissement qu'il s'adressait à lui-même, une prophétie couchée sur papier sans être encore prêt à l'entendre. Son collaborateur confirma que Stone sombrait dangereusement pendant l'écriture. C'est cette honnêteté confessionnelle qui confère à Scarface son authenticité dérangeante, intacte des décennies plus tard. Numéro 9. Le blimp lumineux flottant au-dessus de Miami avec l'inscription « Le monde vous appartient » n'est pas un simple décor. C'est un motif visuel récurrent, délibérément placé dans plus d'une douzaine de scènes. De Palma s'en servait comme rappel symbolique de l'ambition de Tony et de l'illusion qui propulse son ascension. En regardant attentivement, on le repère au moment clé de la montée comme de la chute du personnage, visible à travers des fenêtres, reflété dans des vitres. Le directeur de la photographie le cadrait volontairement là où les spectateurs ne le remarqueraient pas consciemment. Toujours présent, toujours narquois, toujours porteur d'une promesse impossible. De Palma le décrivit comme un cœur antique murmurant des mensonges. Numéro 8. Le dernier combat de Tony mobilisa plus de 200 squibs, ces petites charges pyrotechniques simulant l'impact des balles. Un gilet de protection recouvert de poches de faux sang fut conçu pour Pacino, déclenché en séquence rapide. La séquence prit 3 jours entiers à tourner, les squibs s'enclenchant de façon anarchique. 19 tentatives infructueuses furent documentées avant d'obtenir une prise exploitable. Quand elle fonctionna enfin, Pacino était si couvert de sang artificiel qu'il semblait baigné dans de la peinture rouge. L'équipe maquillage devait le nettoyer entièrement entre chaque essai, un processus exigeant plus d'1 heure à chaque fois. L'historien du cinéma, David Thompson, a documenté cet acharnement dans une étude approfondie. Numéro 7. Le futur lauréat de l'Oscar F. Murray Abraham, qui allait remporter le titre de meilleur acteur pour Amadeus 1 an à peine après Scarface, apparaît dans le film pendant environ 10 secondes. Il incarne l'assassin dans l'ombre qui exécute Omar Suarez, à peine visible en silhouette. Abraham accepta ce minuscule rôle parce qu'il avait besoin de payer son loyer. Il fut engagé pour une seule journée, au tarif minimum syndical. 1 an plus tard, il montait sur la scène des Oscars pour recevoir le trophée du meilleur acteur, devançant son ancien partenaire Pacino, nominé pour un autre film. Numéro 6. Giorgio Moroder créa pour Scarface une bande originale électronique et pulsante qui ne ressemblait à rien de ce que le cinéma produisait en 1983. Les critiques la détestèrent, dénonçant des synthétiseurs froids et émotionnellement stériles. Pourtant, 3 décennies plus tard, cette bande originale devint le modèle fondateur du genre synthwave. Des artistes de la vague rétro-futuriste des années 2010 la citèrent comme inspiration directe. L'historien de la musique, Simon Reynolds, documenta cette filiation de façon approfondie. La partition que personne ne voulait entendre en 1983 était devenue une référence étudiée par toute une nouvelle génération. Numéro 5. Myriam Colonne, qui incarnait la mère sévère de Tony, usa des techniques du jeu méthode pour maintenir un mépris authentique tout au long du tournage. Elle restait dans son personnage hors caméra, évitant toute interaction cordiale avec Pacino entre les prises, perpétuant une atmosphère de rejet maternel même sans caméra.
Pacino admit que cette froideur le blessait réellement, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il s'agissait d'une stratégie intentionnelle. L'assistant réalisateur consigna la tension dans ses notes, craignant d'abord un vrai conflit entre les acteurs. Numéro 4. Le scénario originel d'Oliver Stone frôlait les 4 heures, truffé de sous-intrigues sur le trafic de drogue impliquant la CIA et la corruption politique. De Palma taillait dans le vif pendant le tournage lui-même, réécrivant des scènes de nuit, puis annonçant aux acteurs le lendemain que leurs personnages avaient été supprimés. Certains comédiens arrivaient sur le plateau pour découvrir qu'ils avaient été retirés du film sans préavis. Personne n'était certain de survivre à la prochaine vague de coupe. Le monteur devait assembler des séquences issues de versions de scénarios radicalement différentes, changeant au quotidien. Le monteur sera à cette perte dans un entretien au magazine Sight and Sound en 1994. Numéro 3. À mi-parcours de tournage, Pacino annonça à De Palma qu'il voulait quitter le projet. Tony Montana lui paraissait trop sombre, trop irrécupérable, un personnage que le public finirait par rejeter totalement. Il craignait que ce rôle ne compromette définitivement sa carrière. Le producteur révéla plus tard qu'ils avaient sérieusement imaginé d'arrêter la production si Pacino partait. De Palma parvint à le convaincre en recontextualisant Tony comme une figure tragique shakespearienne, un Macbeth moderne dont l'ambition le détruit de l'intérieur. Pacino cessa de chercher à rendre son personnage aimable et se jeta tout entier dans le monstre. Numéro 2. L'image iconique de Pacino en costume blanc tenant un M16 fut capturée lors d'une séance de photos de pré-production, plusieurs mois avant qu'une seule image du film ne soit tournée. Le studio souhaitait tester l'intérêt du public et sécuriser des financements. Ils créèrent donc l'affiche en premier et s'en servirent pour vendre un film qui n'existait pas encore. L'image s'ancra si profondément dans la culture que De Palma dut la recréer pendant le vrai tournage pour correspondre au visuel marketing déjà diffusé dans les publications professionnelles. Numéro 1. Lorsque Scarface sortit en décembre 1983, ce fut un échec commercial et un désastre critique. Le film parvint mal peine à rentrer dans ses frais, largement perçu comme un ratage promis à l'oubli. Puis arriva la VHS. La vidéo domestique offrit à Scarface une seconde vie, permettant aux spectateurs de revisiter et s'approprier chaque scène sans contrainte. Un vidéoclub new-yorkais rapportait qu'il était devenu son titre le plus loué dès 1987. Dans les années 80, le film était récité comme un évangile par des rappeurs, étudié comme une référence par des cinéastes, intégré aux jeux vidéo comme l'archétype ultime du film de crime. Scarface n'a pas seulement survécu au rejet, il l'a transformé en mythologie, faisant de l'échec critique le socle de son immortalité. De la poudre de lait qui ravagea les sinus de Pacino à une affiche conçue avant le film, de répliques improvisées devenues mantras planétaires, à un blimp qui n'a jamais cessé de veiller sur la ville, ce tournage était un chaos déguisé en maîtrise. Quelle révélation vous a le plus marqué ? Dites-le en commentaire, charrez cette vidéo si elle vous a captivé et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines plongées dans les coulisses des films qui ont changé le cinéma pour toujours.